Bonsoir. La semaine dernière, je vous disais que notre chef d'antenne que je remplace, Danick Julien, allait devenir papa. Eh bien, c'est fait. Un beau bébé de plus de 9 livres nommé Ulrich. Il est né samedi dernier, 15 mars, à 3h25. Ceci dit, voilà votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Info CJSR. Et une entrevue avec l'auteur d'un livre sur celui qui a été maire de Donnacona au moment de la fusion avec les écureuils. Bonne émission. Bonsoir donc. Bon printemps et bon début d'élections fédérales parce qu'elles seront lancées officiellement ce dimanche. On suivra ça pour vous. Les jeunes parents de la région sont invités à 2 ateliers dans les prochaines semaines. L'un sur l'alimentation des bébés de 4 à 7 mois, l'autre sur la transition vers l'école. C'est organisé par l'organisme Le Cerf-Volant de Pont-Rouge, voué au soutien des parents. Pour les parents de bébés, ça se passe le 25 mars, donc mardi prochain, de 9h à 11h à Deschambault-Grondines, dans l'édifice J.A. Côté. Le même atelier se donne aussi le 6 mai, de 9h à 11h, mais cette fois à Donnacona, au centre communautaire. Pour les parents d'enfants qui se préparent à aller à l'école, maintenant, c'est le 1er avril de 9h à 10h30 dans les locaux du Cerf-Volant à Pont-Rouge. Il s'agit cette fois d'un café-discussion. Vous le savez peut-être, mais 14 des 18 municipalités de Portneuf ont maintenant leur frigo solidaire. À l'origine, c'était un projet de la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf, mais il a été depuis confié à l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf. Sa directrice générale, Karine Durocher, est venue dans nos studios parce qu'elle sentait le besoin de réajuster la vision qu'on a des frigos solidaires. Bonjour, Karine Durocher, bienvenue à CJSR. Vous venez nous parler des frigos solidaires. Pourquoi nous parler des frigos solidaires maintenant que ça semble bien implanté, là? On se rend compte qu'il y a beaucoup de préjugés autour des frigos solidaires. C'est des sujets qu'on voit de façon récurrente sur les spots Portneuf ou les groupes d'entraide, là, où est-ce que ça crée beaucoup de réactions. Donc, on voulait rappeler à la communauté que le frigo solidaire, en fait, à qui il appartient? Bien, en premier lieu, il appartient à la communauté. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait que les citoyens s'approprient dans leurs différentes municipalités. Il y a des municipalités qui l'ont fait plus que d'autres. Alors, tu sais, on aime ça les nommer en exemple, justement, pour pouvoir inciter les gens là, à pouvoir s'approprier eux aussi là, leur frigo solidaire. Donc, l'idée de base, c'est premièrement, de réduire le gaspillage alimentaire. Donc, c'est un frigo qui va être mis en place dans une municipalité où monsieur et madame tout le monde pourra aller porter des surplus pour différentes raisons. Je donne un exemple plutôt banal. Là, nos fameux snowbirds reviennent bientôt, mais quand ils sont partis, bien souvent, si je quitte pour un voyage de 2-3 semaines ou pour plusieurs mois, bien toutes mes choses que j'ai dans le frigo, plutôt que de les jeter, ou des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec, bien c'est une belle façon là, de pouvoir disposer là, des denrées. C'est un exemple parmi plusieurs. Ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que c'est pour les personnes en situation de pauvreté, mais c'est pas ça que vous pas nécessairement, mettez de l'avant, là. Non, exact. Donc, l'idée aussi du frigo, c'est oui, de réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi que ça va être une façon de pouvoir partager à la communauté. Fait que c'est vraiment au niveau d'améliorer le tissu social également. Je donne un autre exemple. Supposons que moi, je vis seule, je fais une grosse batch de soupe, puis je trouve que ma soupe est vraiment très bonne, puis plutôt que de manger de la soupe pendant la semaine au complet, bien, je me dis, ben je pourrais aller emporter dans le frigo solidaire, puis ça pourrait faire plaisir à quelqu'un. Donc, le volet de partager la nourriture, tu sais, j'aurais pu la conserver, la canner, la faire geler, tu sais, c'est pas nécessairement dans l'esprit de réduire le gaspillage, mais de pouvoir partager là, quelque chose qui nous rend heureux. Là. Par contre, un frigo, c'est pas un lieu de rencontre quand même. Est-ce qu'il y a une fonction aussi de rassembler les gens autour du frigo? Bien, il y a plusieurs municipalités qui vont organiser des activités de cuisine. Je prends un exemple, la FADOC à Sainte-Christine d'Auvergne, qui, de façon, je pense à toutes les semaines ou 2 semaines, qui se font des rencontres. Ils vont faire de la cuisine pour pouvoir amener des denrées dans les frigos solidaires. Donc là, il y a comme la notion de rassemblement là, autour du frigo.
Puis, il y a aussi le sentiment d'appartenance. Il y a plusieurs, soit des citoyens. À Cap-Santé, on a un citoyen qui est extrêmement impliqué, qui cuisine pour le frigo, de façon autonome, tout seul. Puis, on voit aussi des entreprises comme le métro à Saint-Marc-des-Carrières, où eux, de leur propre chef, quand ils ont des surplus, des repas cuisinés, qu'ils voient qu'ils sont sur le bord de perdre, bien, ils vont les apporter dans les frigos par eux-mêmes. À Saint-Ubalde aussi, l'épicier fait ça. Donc, on veut aussi rappeler aux différentes entreprises agroalimentaires bien, que c'est une façon de pouvoir réduire le gaspillage puis de faire profiter là, les denrées. Il faut aussi nommer que le frigo solidaire va répondre à un besoin que les banques alimentaires ne répondent pas. Des fois, il y a des gens qui vont être trop gênés pour aller dans une distribution alimentaire, aller cogner à la porte du SOS Accueil ou pour différentes raisons, soit que les horaires ne correspondent pas non plus. Quelqu'un qui est sur le marché du travail, de plus en plus, on voit des gens qui viennent chercher de l'aide alimentaire puis que c'est des travailleurs. Le visage de ces gens-là a énormément changé là, au cours des dernières années. Donc, c'est ça, les gens peuvent aller chercher de façon anonyme. Des fois, ils vont être trop gênés parce qu'ils connaissent, ils sont connus dans leur municipalité. Donc, le frigo vient vraiment répondre à cet anonymat-là aussi. C'est plus anonyme, effectivement. Oui, c'est ça. Et il y a un meilleur, puis c'est forcément des heures d'ouverture plus larges aussi, clairement. Évidemment. Oui, la grande majorité sont vers 24 heures. Est-ce que c'est un peu finalement comme c'est comme un peu les boîtes à livres, mais là c'est des boîtes d'aliments. C'est un peu la même chose. J'aime ça, le parallèle, oui, exactement. Je pensais à ça parce que chez nous, j'ai fait une boîte à livres, c'est un peu la même idée, si je comprends bien. Puis est-ce que vous êtes maintenant en train d'essayer de convaincre les 4 autres municipalités d'embarquer, et celles qui font pas? On a beaucoup de travail, donc c'est comme un travail en processus. Ce matin, on parlait de Neuville, là. Puis tu sais, ça prend toujours des partenaires clés. Lorsqu'on veut, tu sais, comme Cap-Santé, c'est le dernier qu'on a mis en place. Puis là, il y avait des citoyens qui levaient la main, qui nommaient l'importance pour eux d'avoir le frigo solidaire. Donc là, c'était plus facile avec la municipalité de faire passer l'idée. À Neuville, on a des partenaires clés. Donc là, ça va être de prendre le temps. Ça serait peut-être avec la Maison des jeunes là, de Neuville, là, qui est très impliquée dans différents projets. Donc, ça pourrait être intéressant de collaborer. Là, je dis ça, je suis en train de brûler des punchs. L'appel est lancé, oui, là. Oui, puis le frigo pourrait être à côté de la Maison des jeunes, c'est ça? Exactement. Okay, puis là, peut-être qu'il pourrait y avoir des cuisines collectives avec des jeunes qui viendraient. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant, là. Et puis, qu'est-ce que... Vous avez dit tout à l'heure que le portrait des gens qui font appel au frigo solidaire a changé. Avez-vous des données là-dessus? Oui, au niveau des frigos solidaires, c'est très difficile d'avoir des données comme c'est de façon anonyme. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous, on a quelqu'un qui vient 2 fois par semaine dans la majorité des frigos. On a un intervenant en sécurité alimentaire qui fait la tournée. Et puis, parfois, les gens qui ont besoin, ils connaissent l'horaire. Hein? Il vient pas mal tout le temps dans les mêmes heures. Fait que ça permet de développer des liens avec la personne, puis tranquillement, pas vite, essayer de le diriger vers différents services. Donc, il y a ça qui est intéressant. Il y a une histoire à Deschambault. Le monsieur a quitté là, la région, fait que c'est pour ça que je me permets de quand même nommer cet exemple-là. Mais c'est quelqu'un qui côtoyait l'intervenante en place. Tu sais, à toutes les semaines, était sur place, vraiment assidûment. Il l'attendait, puis même il l'aidait à décharger. Fait que ça venait lui donner de la valeur. Il se sentait impliqué dans le projet, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, elle lui parlait de la Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Marc-des-Carrières, qui avait des denrées disponibles, puis que ça serait peut-être plus régulier comme aide. Tu sais, le frigo, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va avoir. C'est vrai. Puis au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, bien, le monsieur est venu qu'à s'inscrire à la distribution alimentaire, que là, il a pu être en lien avec différents intervenants également, donc répondre à d'autres besoins. L'alimentation est souvent la pointe de l'iceberg. Là, quand on a besoin de nourriture, il y a souvent d'autres besoins qui viennent avec. Fait que cette personne-là fait un peu un travail social, de travailleur social en rencontrant... Exact, parfois... de tisser des liens tranquillement. Faut, de saluer, faire un sourire, puis à un moment donné, elle peut essayer d'avoir des discussions avec lui. Là. Et comment ça marche? Il faut l'entretenir aussi? Il faut le laver, le frigo, de temps en temps? Là, justement, on a fait une grosse campagne là, de recherche pour trouver des bénévoles pour entretenir, parce que c'est sûr que nos intervenants, quand ils font toute la tournée des frigos, c'est difficile. Là, puis le financement est extrêmement réduit. C'est un projet qui n'est pas financé, donc on le finance par la bande avec d'autres projets. Mais c'est ça, fait que je ne pouvais pas payer quelqu'un seulement pour l'entretien des frigos. Donc, on a vraiment demandé l'aide de la population. Puis, je crois qu'à 99 ça a répondu à l'appel. Puis, on a un bénévole d'attitré par frigo solidaire qu'on s'assure qu'une fois par mois, il y a un grand ménage qui soit fait. S'il ne peut pas venir, il sait qu'il il nous avise, fait comme ça, nous, on est au courant. Là, bien. Puis, il y a un point que je trouve intéressant aussi à nommer.
Parfois, on va voir des choses au frigo où on va dire, ah, ben là, la personne, elle a tel type de voiture. Regarde, elle est venue, elle a pris la nourriture. Fait que, tu sais, on va avoir des réflexes de se dire. Puis on a tous des préjugés, hein. Tu sais, faut pas se dire que c'est pour les autres. Là, si on creuse un peu, on discute un peu, on va se rendre compte que vous et moi, on en a aussi. On va tenir ça mort pour maintenant, d'accord? C'est ça. Mais quand même, il y a un angle qu'il faut prendre en considération qu'on connaît pas l'histoire des gens. Ouais. Puis il y a toute une partie d'histoire qu'on verra pas également. Où est-ce que la personne, peut-être qu'elle va venir prendre des denrées pour quelqu'un qui est trop gêné pour le faire. Ou prendre des denrées pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de venir se déplacer sur place. Ou peut-être qu'elle va prendre beaucoup de denrées, puis elle va aller les redistribuer à des amis. Donc, tu sais, j'aimerais que les gens, ça ne soit pas un démobilisateur, que ce ne soit pas démobilisant pour eux de dire, ah, ben là, je vais donner de la nourriture, puis je ne sais pas à qui ça va donner, à qui ça va servir. Ou, tu sais, fait qu'il faut donner dans un esprit de, ben moi, pour moi, ça me fait plaisir de pouvoir offrir quelque chose. Puis après ça, bien, tu sais, nous, on a fait notre part, là, tu sais. Ouais, c'est un peu à ça que vous faisiez allusion quand vous parliez des spotted tout à l'heure. Ouais. C'est ça, c'est le genre de commentaires que vous avez vu passer. Moi, je trouve ça plate. Puis souvent, je vais essayer de réagir là, pour réajuster le tir parce que je trouve que ça peut être démobilisant. Pour quelqu'un qui le fait déjà, tu sais, je pense à la dame retraitée, qu'elle, ça lui fait plaisir, elle a du temps, elle fait de la sauce à spaghetti. Puis elle dit, ah, ben, je vais aller emporter un pot. Tu sais, j'en fais plusieurs. Bon, ben, je vais en partager un. Puis là, elle va venir lire des commentaires comme ça, puis elle va dire, ah, mais tu sais, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est quelqu'un qui va revendre la sauce à spaghetti. Tu sais, on entend plein d'histoires. Ah, ben oui, c'est vrai, on peut avoir cette crainte-là, effectivement. En même temps, je me dis, supposons que moi, je vais chercher la sauce à spaghetti puis je la revends. Est-ce que ça se peut que j'aie de besoin d'argent ou de quelque chose? C'est ça, c'est ça. C'est peut-être utile aussi. On part un commerce, là, au nouveau. Tu sais, je me dis, tu sais, dans le fond, si la personne a fait ça, c'est sûr que ça sera pas extrêmement lucratif puis avoir peut-être de la misère à revendre sa sauce à spag, mais tu sais, je me dis, la personne s'est rendue à faire ça. Est-ce que n'a-t-elle pas de besoin? C'est ça. Fait que de se dire, puis de le faire avec notre cœur, tout simplement. C'est ça, donner pour donner, quoi, pas pour recevoir quelque chose. Oui, exact, de donner, c'est ça. Et merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. C'était très intéressant et bonne chance pour qu'il y ait des frigos partout et des bénévoles partout qui aiment aller aux échanges d'aliments. Merci, M. Aubert. Quelques petites nouvelles de Pont-Rouge maintenant. Si vous avez une maison à Pont-Rouge, la Ville vous offre 200 $ si vous acceptez qu'on y installe un compteur d'eau. L'argent doit être dépensé à Pont-Rouge, c'est la seule condition. Le programme s'appelle « Adopter un compteur d'eau ». La Ville, comme beaucoup d'autres au Québec, devait se conformer à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable et installer 60 compteurs d'eau dans les résidences. Elle a décidé d'utiliser un incitatif monétaire pour y arriver. Le gouvernement du Québec cherche avec cette stratégie à obtenir un meilleur portrait de la consommation d'eau potable. Les compteurs ne serviront pas à facturer l'utilisation d'eau et les frais d'installation sont payés entièrement par la Ville. À Neuville, maintenant, un organisme ferme les livres après plus de 50 ans d'opération. C'est l'organisme Neuville se souvient, qui offrait du transport aux personnes à mobilité réduite, pour aller à l'hôpital ou à l'épicerie, par exemple. J'ai suivi mardi l'une des bénévoles, Nancy Plourde, qui est répartitrice pour Neuville se souvient depuis 10 ans. C'est ça. OK. J'ai baissé ton banc, fait que t'auras pas de problème à rentrer. Bon, merveilleux. Attention, je ferme. Veux-tu me donner ta ceinture? Bon, mais c'est la petite prise de sang ce matin. Puis la petite madame qui reste en bas, c'est qui est en juste 50. Nicole, je viens la chercher tantôt, là. Elle, c'est à 9h15. Mais là, tu restes ici en attendant un petit peu. Ben oui, je monte avec toi. Oui. Tu vas remonter. Bonjour. Oui. Avec des prises de sang, je pense, hein? Oui. Quand tu auras terminé ta prise de sang, là, il n'y a pas de problème. Tu as le temps de faire tout ce que tu veux. Je vais revenir ici avec Nicole.
Il y en a à Québec cette semaine, oui, puis j'en ai aussi à Saint-Raymond. Les transports, dans un mois, on peut en faire une quarantaine. C'est ça. C'est seulement pour les Neuvillois, Neuvilloises, là. Toi, personnellement, tu fais ça depuis longtemps? Oui, ça fait une dizaine d'années. Je suis répartitrice pour Neuville se souvient, qui d'ailleurs a été fondée en 1969. Et toi, tu as commencé à faire ça à la retraite? Oui, c'est ça. C'est un travail qui me plaît énormément. Oui, j'aime bien faire ce que je fais. Bénévolement, bien sûr, c'est plus bénévole. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, ça ferme, pourquoi? Ça ferme par manque de bénévoles. Au niveau de l'administration, ainsi que les chauffeurs aussi. Ça demande beaucoup quand même. Des fois, quand on va à Québec ou dans les hôpitaux, on peut attendre 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures même. Moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Qu'est-ce que tu en retires, toi, personnellement? Moi, beaucoup. Parce que je me fais des amis. C'est des gens que j'aime beaucoup. Et puis, ça me donne beaucoup, personnellement. Là. Ouais. Tu as connu tout le monde à Neuville comme ça? Ben, tu connaissais déjà tout le monde? J'en connaissais beaucoup, oui. Et là, j'en ai connu beaucoup. Depuis le temps que j'en fais, il y en a beaucoup qui sont décédés, qui ont déménagé, puis des nouvelles personnes, puis... Ça te fait te sentir faire partie de ta communauté? Ah ben oui, tout à fait, oui. J'appelle des chauffeurs s'ils sont disponibles. Des fois, ils ne sont pas toujours au bout de la ligne. J'attends qu'ils me rappellent, tout ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si j'ai pas de chauffeur pour la personne, c'est moi qui prends la roue puis j'y vais. Tu sais, c'est une petite famille, Neuville, hein? On se connaît toutes. Moi, je peux avoir des appels le soir, les fins de semaine, n'importe quand. Ben oui. Tu réussis à avoir une vie sociale quand même? J'adore. C'est du social pour moi. Hein? C'est quand même beaucoup de personnes. C'est ça, on est attachés. Je rassure les gens. Des fois, ils vont pour des petites chirurgies ou des choses comme ça. On les rassure. Puis quand les gens appellent aussi, des fois, il y en a qui sont seuls. Puis ils aiment jaser, ça fait que je prends le temps de jaser avec eux. Tu sais, c'est un moment pour eux qui apprécient. Des fois, ils sont seuls toute une journée, puis c'est long. Tu n'as jamais rien de dramatique? Tu n'as pas jamais reconduit quelqu'un à sa dernière demeure, par exemple? Non, ça m'est jamais arrivé, ça. Non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, s'il y avait un gros problème, tu sais, avec mon médecin ici, des fois, il savait que je travaillais pour Neuville se souvient, puis il appelait pour des patients qui étaient peut-être en difficulté respiratoire, des choses comme ça. Mais moi, je fais pas ça. Okay. C'est l'ambulance. C'est l'ambulance à ce moment-là. C'est pas une ambulancière. Puis non, c'est ça, justement. C'est né il y a plus de 50 ans. Comment, ça? Comment? Eh mon Dieu! C'est un groupe de femmes de Neuville qui ont parlé de ça en 1969. Au début, c'était pas pour les transports. Ah bon? C'était pour garder faire du gardiennage à la maison, tu sais. Des enfants? Non, des adultes qui sont malades, ils peuvent pas sortir. Puis le prochain aidant, pour lui donner un répit. C'est la messe des malades aussi. Ça, c'est important, la messe des malades, là, à toutes les années. Parce que ils gardaient les malades, hein. Ça a commencé comme ça. Puis là, c'est la compagnie Paquette Québec qui donnait des cadeaux pour les bénévoles. Les bénévoles, les malades. Les malades. À la messe des malades, tout ça. Là, il est quelle heure? Là, il est, c'est ça, il est de bonne heure un peu pour aller la chercher. J'allais la chercher à 9 h. Rez-de-chaussée. Bien, c'est ça qu'on va faire. Hein? Si toi, tu veux rester dans le coin,
Je reviens avec Nicole, puis je reviens te chercher. Je reviendrai peut-être m'asseoir ici, nous. Ah ben oui. Si on attendait. Ah ben oui, c'est une bonne idée. C'est ça qu'on fait. Puis là, la suite des choses, qui est-ce qui va... Oui, c'est le Halo qui est situé à Donnacona. Non, je suis pas dans la bonne... OK, je suis pas dans la bonne. Ça, c'est Monsieur Bon, c'est un de mes clients. C'est pour ça. OK, ça en est un autre, là. Ah, OK, là-bas. Tu vas t'ennuyer de ça, toi? Oui, ça me fait de la peine. C'est... ouais. Tu vas faire quoi de tes grandes journées? Et mon Dieu, je resterai pas à rien faire, inquiète-toi pas. Même le Halo me l'a offert aussi, là, de travailler pour eux autres à Donnacona. Mais si ça me tente plus ou moins de partir à tous les jours et d'aller au bureau là-bas, non. Là, tu faisais ça de chez vous, c'était Ben mieux. oui, ben oui, c'est ça. Mais peut-être que je vais faire une journée ou deux. C'est-à-dire qu'ils vont vous appeler, le répartiteur de là-bas va vous appeler? Oui, c'est ça. Okay. Pour continuer les transports. Est-ce que tu sens justement que leur accompagnement comme ça aide à ce que les gens restent à domicile? Ah, tout à fait, tout à fait. À un moment donné, une dame, son mari était décédé, puis elle m'a dit, c'est grâce à vous que je garde ma maison à Neuville. Parce que j'ai pas d'auto, puis je conduis pas, puis c'est avec vous que je peux sortir pour mes rendez-vous médicaux. Puis c'est ça. Ça m'avait touchée, hein. J'ai dit, oh mon Dieu. Les gens, ils veulent rester dans leur maison, mais ils peuvent pas toujours. Fait que des services comme le vôtre, oui. ça aide. Ben oui. C'est important, socialement, ça. C'est très important, oui. Ça a été, vraiment. Passons à Saint-Raymond maintenant. Le conseiller Fernand Lirette ne se présentera pas aux élections de novembre. Après 16 ans, il a décidé de tirer sa révérence. Et il l'a annoncé pendant la séance du conseil de Saint-Raymond ce lundi. Depuis mon élection en 2009, j'ai représenté la ville sur différents organismes, la Corporation de développement Saint-Raymond, le comité industriel, le Festival de la Grosse Bûche, le comité d'embellissement, qui a permis, dans le temps, de réaménager la rue Saint-Cyril, les aménagements floraux à l'intérieur de la ville. Le comité de soins de santé de Portneuf, qui a réussi à rénover l'hôpital. On a travaillé beaucoup là-dessus. Et d'avoir de nouveaux équipements, ces patentes-là, pour desservir la région de Portneuf. En plus, l'hôpital est à Saint-Raymond. Au sein de la ville, je siège sur plusieurs comités. Le comité des loisirs, le comité résidentiel, le comité inondation, le comité des travaux publics, le comité urbanisme. À ces comités s'ajoutent des réunions hebdomadaires du caucus et les réunions mensuelles du conseil. Je laisse donc ma place et j'invite les gens de Saint-Raymond à ne pas se gêner pour porter leur candidature lors des prochaines élections. Merci à la population et aux employés de la ville pour leur support au cours des 16 dernières années. Merci à tout le monde. La Ville a aussi tenu à souligner le départ d'une employée, pas n'importe laquelle. Elle a travaillé pour Saint-Raymond pendant, tenez-vous bien, 50 ans. Elle s'appelle Francine Morand et a occupé plusieurs postes dans l'administration de la Ville. Les conseillers et le maire l'ont chaleureusement remerciée à la séance du conseil de ce lundi. Pendant cette séance, il a aussi beaucoup été question du projet Saint-Joseph, qui vise à construire plusieurs bâtiments totalisant plus de 170 logements entre la rue Saint-Joseph et la rivière Sainte-Anne. Le conseil a voté la résolution appuyant le projet. Selon le maire, ça ne veut pas dire que la construction commencera tout de suite. L'entrepreneur a encore beaucoup d'étapes à franchir, des permis à obtenir. Rien n'est donc joué encore et l'administration compte surveiller l'avancement du chantier. Parce qu'il y a des tests de sol à faire, ça prend une station de pompage, ça prend énormément de choses, de plans d'ingénieurs, faites en préliminaire pour voir la réalisation. Donc, lui, il voulait s'assurer que si j'avais cet argent-là, vous êtes d'accord à ce qu'on fasse le projet. C'est ce qu'on lui donne ce soir. Mais pour moi, la résolution ce soir n'est pas
l'aval à l'entrepreneur qui fait ce qu'il veut. Fait qu'on va cheminer avec, on va voir aller. Le promoteur qu'on a rencontré, c'est un monsieur qui a l'air assez brillant. Il sait où il s'en va. Fait qu'on verra. Est-ce que ça va se remplir vite ou pas? On verra au fur et à mesure. Et nous autres, il nous reste encore quelques vérifications à faire, mais qui sont inclus dans la résolution. Le CCU va être impliqué là-dedans. Hein? Toutes les fois qu'il va y avoir un projet d'immeuble, ben, les couleurs, etc., on va se faire accompagner le CCU parce que c'est des citoyens, là. La Ville a fait une consultation publique à ce sujet en janvier, mais n'a pas encore publié la deuxième partie du compte-rendu, ce qui inquiète plusieurs personnes. D'après le maire, le processus est en cours, mais les délais sont plus longs que prévu. On va essayer de mettre le verbatim le plus vite possible, là, parce qu'on avait dit qu'on ne pouvait pas mettre la transcription intégrale parce qu'on avait eu trop d'appels nous disant qu'on ne veut pas que la période de questions soit télédiffusée dans ce qu'on avait dit qu'il fallait avoir le droit des personnes. Là. Et trop de personnes ont appelé pour dire qu'ils n'ont pas donné l'accord. Pour le maire Duplain, le projet Saint-Joseph s'inscrit dans une démarche de densification du centre-ville, une tendance qu'il trouve souhaitable. C'est une règle du gouvernement qu'on doit densifier nos centres-villes. Et ce genre de terrain-là, on va avoir de la misère à faire des développements ailleurs si on ne densifie pas nos centres-villes. Et ça va être une obligation, on n'aura pas le choix. Ça prend du monde dans un centre-ville pour garder votre centre-ville, sinon vous allez le perdre. Et si on met juste l'idée de mettre ça à l'extérieur sur un autre terrain, bien vous allez inviter 176 propriétaires ou locataires à venir en auto dans votre centre-ville faire des achats, plutôt que de pouvoir y aller à pied. Et ça fait une différence aussi. Ce secteur-là va être densifié, mais ce n'est pas ça qui va faire perdre. Puis ça, je tiens à dire, Saint-Raymond, on a une arme et il faut la garder. Une citoyenne a abordé la question du nombre de places dans les écoles pour accueillir les nouveaux enfants. Là-dessus, la Ville semble se fier aux décisions de Québec. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand tout ce beau monde-là va arriver à Saint-Raymond avec nos petites écoles qui débordent déjà? Je pense pas, moi, qu'on va empêcher des enfants d'aller à l'école. Donc, dans les régions comme chez nous, qui s'accroissent, on devra agrandir les écoles et trouver des locaux. Donc, ça va prendre des investissements de la commission scolaire et du gouvernement. Oui, mais ils n'en font pas en ce moment. Ils en coupent. Les places où ils ont besoin d'écoles, le gouvernement investit dans les localités qui ont besoin d'écoles. Ben non, parce que Pont-Rouge puis Sainte-Catherine, les deux, ils ont dit que ça ne se fera pas chez vous, là. Ils attendent une école secondaire depuis 5 ans. Pourquoi ils ont dit qu'ils n'en auraient pas? Parce qu'ils n'ont pas d'argent? Non. Je ne veux pas embarquer dans les détails. Ce qu'on entend, que Pont-Rouge veut une école secondaire. Okay? Le gouvernement dit non, vous n'avez pas besoin d'école secondaire. Okay. À partir de là, je ne commencerai pas à m'astiner entre la ville de Pont-Rouge et le gouvernement. Une autre citoyenne a déploré que le projet élimine un espace public accessible aux enfants. Moi, je travaille avec les 0-5 ans. Les enfants qui sont à l'école primaire Marguerite-Diouvelle y ont accès. Ceux qui peuvent aller, ceux qui vont aussi à Saint-Joseph pourraient y avoir accès. Les services de garde, le camp de jour, l'été, y vont. Au lieu d'être concentré dans ce petit espace-là, la grandeur va être triplée avec ce qu'on veut faire en s'en allant jusqu'à l'Estacade. Croyez-vous qu'on va aller faire des activités d'animation avec des enfants sur le bord de la rivière? On ne fera pas ça. On n'ira pas là. Et les arbres, il n'y en a pas. C'est pas un espace vert de jeu. La madame avec sa poussette, les gens qui se promènent en chaise roulante ou ceux qui prennent une marche, on va tripler la grandeur du parc pour qu'ils puissent se rendre jusqu'à l'Estacade. Et ça, vous ne trouvez pas ça beau? Oui, de bonifier. Tellement de bonnes idées. Je suis tellement d'accord avec vous. C'est vraiment génial. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Mais ce qui est actuellement là, moi, je ne toucherai pas à ça. Quant à savoir s'il y aura des logements abordables dans ce nouveau développement, ça ne semble pas très clair. Le promoteur n'exclut pas cette possibilité, d'après le maire. Mais la Ville, en fait, a d'autres projets de construction de logements bon marché. On est en train de travailler avec un promoteur privé pour le logement abordable, où il va être subventionné et que le promoteur, pour les 35 prochaines années, devra signer un contrat comme quoi que le logement ne devra pas dépasser le coût abordable dans une ville comme Saint-Raymond. Et dans une ville comme Saint-Raymond, le logement abordable est fixé à 900 $ par mois.
Pour encadrer le projet Saint-Joseph, la Ville a utilisé une mesure du gouvernement du Québec qui lui permet de passer outre à ses propres règles d'urbanisme. Ça peut paraître inquiétant, mais le maire s'est voulu rassurant. Il affirme que ça a permis de mettre davantage de restrictions pour accompagner le promoteur. Mais la mesure n'est en vigueur que pendant 8 ans. Après, si les constructions ne sont pas terminées, ce seront les règles ordinaires qui s'appliqueront. Mais ce projet de loi-là, puis Mme Céliol l'a dit tout à l'heure, nous a permis de mettre une réglementation spéciale, changer toute notre réglementation d'urbanisme à la Ville de Saint-Raymond. Par rapport à un projet, on a mis une multitude de réglementations à respecter, point de vue architectural, ce qu'on n'aurait pas pu faire normalement. Allons maintenant du côté de Donnacona. Une auto a été trouvée dans le parc des Berges, criblée d'impacts de balles. Des photos ont été publiées sur une page Facebook et plusieurs personnes y ont vu le résultat d'un règlement de compte entre gangs. Mais la Sûreté du Québec assure qu'il n'y a aucun lien avec le trafic de drogue. Pas plus d'ailleurs que le meurtre qui a eu lieu à Saint-Uribe en janvier. Un livre vient de paraître qui raconte l'histoire de J. Raoul Mathieu, qui a été maire de Donnacona de 1958 à 1967, dans des moments cruciaux comme la fusion avec les Écureuils et la visite du général de Gaulle. C'est son petit-fils qui l'a écrit, Guy Marcotte. Il est venu dans notre studio pour en parler. Donc, pourquoi avoir écrit un livre sur votre grand-père? D'où c'est venu cette idée-là? Ah, bien ça n'a pas été très, très compliqué, je vous dirais. Dans les années 1970, j'habitais à Sainte-Foy. J'allais à l'Université Laval à ce moment-là. J'étais étudiant à l'Université Laval. Et j'habitais dans le même immeuble que mes grands-parents, mon grand-père Mathieu et son épouse, ma grand-mère Bernadette Godin. Et mon grand-père, à ce moment-là, mais il rédigeait ses mémoires, puis il compilait des archives qu'il avait conservées de l'époque où il était maire, et même de sa vie antérieure, avant d'être maire, lorsqu'il était beaucoup impliqué dans Donnacona, dans différents organismes. Et ils avaient deux bons cartables épais là, de documents. 4 pouces, 5 pouces. Oui, comme ça. Il y en avait 2 comme ça, de documents. Donc, qu'il avait rédigés, des documents qu'il avait conservés. Et je le vois encore au bout de la table de sa cuisine, où il tapait la machine. À 2 doigts, comme vous le montrez. Ses mémoires. Donc, c'est un travail quand même de longue haleine. Et puis, un jour, bon, il est décédé en 1978. C'est une sœur de ma mère qui avait récupéré ces archives-là. Et puis, un jour, elle me les a remises en me disant, « T'es journaliste. » Parce que ça a été mon métier pendant des décennies. T'es journaliste, tu vas savoir quoi faire avec les archives de ton grand-père. Commençons peut-être par le début. Votre grand-père n'est pas né à Donnacona, est-ce qu'il est... Non. Donnacona, c'était sa ville d'adoption. Okay. Mon grand-père est né à Lowell, au Massachusetts. Ah bon, il fait partie des familles qui se sont comme exilées. Là, exactement. Son père, à lui, était québécois. Il est allé travailler à Lowell. Il y avait ce qu'on appelait là-bas le Petit Canada. Donc, beaucoup de Canadiens français, de Québécois sont allés à Lowell, comme dans d'autres villes de Nouvelle-Angleterre. Et donc, mon arrière-grand-père, Fortuna Mathieu, le père de mon grand-père, est allé travailler là-bas. Il a rencontré Alphonsine Fréchette, qui, elle, était née là-bas, mon arrière-grand-mère, mais de parents qui étaient arrivés là-bas en provenance du Québec. Ils se sont mariés. Ils ont eu en tout 8 enfants. Le plus vieux, ils se sont mariés à Lowell. Ils sont revenus au Québec un certain temps. Le plus vieux est né au Québec. Le seul des 8 qui est né aux États-Unis, c'est mon grand-père. Okay. Mais ils sont revenus, mon grand-père est encore tout jeune, il a grandi à Charny, et c'est en 1929, en novembre 29, il avait à ce moment-là 20 ans et demi, et c'est à ce moment-là qu'il est venu s'installer à Donnacona. Il y avait eu, il travaillait pour le CN à Charny, puis il y a quelqu'un à un moment donné qui lui avait dit, ben écoute, à Donnacona, il y a une usine de panneaux. À la Donnacona Paper, il y a une usine de panneaux isolants qui est en construction. On va avoir besoin de gens pour travailler à cette usine-là. Si ça t'intéresse, viens en Donnacona. Tu arrives à Donnacona par train, en partance de Charny, par Québec et par la suite Donnacona, avec sa valise. Seul. Okay. Le 11 novembre 1929, il débarque à Donnacona. Et il est resté à Donnacona jusqu'en 1968. Et là, il n'allait pas à la papetière, si je comprends bien. Il y avait une usine de panneaux, là, une usine de panneaux qui appartenait à la même compagnie, qui était située dans le même secteur, à Donnacona. Mais lui, il travaillait à l'usine de panneaux. Il a fait ça jusqu'en 1946.
Et en 1946, il s'est offert un cadeau d'anniversaire. Il s'est acheté un commerce, une quincaillerie, rue Notre-Dame, tout juste à côté du centre des Chevaliers de Colomb, sur la rue Notre-Dame, la bâtisse où habitaient mes grands-parents et où était le commerce existe encore. Et pourquoi il a décidé de se lancer un jour? Il a commencé directement à la mairie, c'est ça? Non. Avant de commencer à la mairie, déjà en 1944, si ma mémoire est bonne, il était membre du Bloc populaire, qui était un parti dans lequel on retrouvait à l'époque des gens comme André Laurendeau, Jean Drapeau, bien avant que je sois maire de Montréal. Le Bloc populaire canadien, c'était un parti politique sur la scène québécoise et sur la scène fédérale qui s'opposait à la conscription. Et mon grand-père s'était intéressé, il avait d'ailleurs été délégué du comté de Portneuf au congrès du Bloc populaire, congrès de fondation du Bloc populaire. Éventuellement, en 1946, il a été conseiller municipal pendant à peu près 2 mois à Donnacona, mais il a dû démissionner parce qu'en achetant son commerce, il devait changer son lieu de résidence et il n'habitait plus dans le district électoral où il était conseiller, donc il fallait qu'il démissionne comme conseiller. Ah, il y avait des districts à cette époque-là? Oui, exactement. Okay. En 1948, il s'est présenté pour le Parti libéral du Québec aux élections provinciales contre Bona Dussault, qui était, M. Dussault, ministre sous Maurice Duplessis. Et mon grand-père avait été battu à plate couture. Et par la suite, il est revenu en politique en 1958. Il s'est présenté à la mairie de Donnacona. Il est devenu maire en se présentant contre nul autre que son beau-frère, qui était le maire sortant. Ah, ça devait faire des belles réunions de famille. Ça devait faire des belles réunions de famille. Victorin Godin, qui était maire depuis quelques années, était le frère de ma grand-mère. Puis c'était quoi le ton des campagnes électorales à cette époque-là? Ah, c'était assez particulier. Je me rappelle, entre autres, en 1958, un discours dactylographie de 23 pages, donc ça devait être à peu près 1 heure de discours, mais jamais dans son discours, il nommait son adversaire, donc Victorin Godin. Par contre, comme on dirait aujourd'hui, il le varlopait un peu. Ça se traitait de fureur, ça se traitait de duce, donc en faisant référence à Mussolini, à Hitler, en disant c'est un petit dictateur, puis il dirige la ville comme un dictateur, puis c'était... Oh, c'est dur quand même. C'était dur, c'était dur. Et son cheval de bataille, si je comprends bien, c'était l'alcool. À l'époque, il y avait un certain nombre de bars clandestins, des gens qui, dans leur maison, servaient de l'alcool à des hommes surtout. Des hommes qui venaient là avec leur paye, sortaient du moulin et venaient boire dans des bars clandestins. Personne n'avait de permis d'alcool, donc c'était des gens qui s'improvisaient barman, mais clandestins. Mais tout le monde savait qui étaient ces gens qui opéraient ce qu'ils appelaient des trous à l'époque. Des trous? Des trous, ils appelaient ça des trous. Et puis, ben là, mon grand-père a dit, il faut qu'on règle ça. Il y a eu un référendum en 1958 pour que les gens qui vendent de l'alcool à Donnacona soient obligés d'avoir un permis, qu'on puisse avoir à Donnacona un magasin de la Commission des liqueurs, comme on appelait la SAQ à l'époque, et qu'on puisse évidemment trouver des moyens de pouvoir contrôler tout ça. Donc ça, c'était le premier gros dossier, un succès finalement, une victoire de la part de votre grand-père. Ensuite de ça, quels autres faits d'armes il a fait? Il a Ah, ça, c'est un gros dossier. Ça a été un gros dossier. Et ça aussi, ça a duré des années. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'à l'époque, quand Donnacona a été fondé en 1915, pour accommoder l'arrivée de l'usine Donnacona Paper, on avait pris une portion du territoire des écureuils pour faire la ville de Donnacona. Mais par la suite, quand Donnacona voulait s'agrandir, t'es coincé parce qu'ils étaient enclavés dans les écureuils. Pendant des années, ça a été très difficile, ce dossier-là, parce que tantôt, mon grand-père était pour la fusion. À un moment donné, il était contre, parce que là, on peut pas faire ça. C'était vraiment... Il y avait de la discorde, là. C'était un peu le monde urbain, si je peux dire, contre le monde rural. Oui, parce que les gens des écureuils, disaient, nous, pourquoi se fusionner à Donnacona? On n'a pas besoin de réseau d'aqueduc et d'égouts parce que c'était essentiellement rural. Pourquoi nous, on payerait pour ces services-là qu'on n'a pas? Ça donc, aussi, on entend de nos jours des discours semblables. Mais finalement, d'un commun accord, les deux municipalités ont réussi en 1966 à signer un accord comme quoi il y avait une fusion volontaire. Ils ont déposé ça au gouvernement du Québec. Et en février 1967, la charte de la nouvelle ville de Donnacona est arrivée
Et mon grand-père a été le premier maire. Le maire Marcoux des Écureuils est devenu membre du conseil provisoire de la nouvelle ville de Donnacona jusqu'aux élections de novembre 67. Puis en 67, il est arrivé autre chose d'important aussi à Donnacona. La visite du général de Gaulle. Visite du général de Gaulle en juillet 1967. Et ça, c'est une chose pour laquelle mon grand-père était très fier, c'était d'avoir accueilli le général de Gaulle. Dans ses archives, d'ailleurs, bon, j'ai des photos de cette époque, de cette visite-là, et j'ai le discours de mon grand-père qui nous a légué. 23 pages encore? Non, parce qu'il y avait des consignes du service du protocole du gouvernement du Québec qui donnaient une idée de ce qu'il voulait entendre dans le discours, pour que ça dépasse certaines limites. Donc, c'était 2 pages. Quand je regarde les archives de mon grand-père et des articles dans les journaux de l'époque où on parle de mon grand-père, je vois que le grand-père aussi avait un discours qui était assez nationaliste canadien-français. Mais c'était dans l'air du temps. C'était dans l'air. C'était tout à fait ça. Je me rappelle même d'avoir vu à quelque part, il y avait dit un journaliste, on est fiers d'accueillir le général de Gaulle et on va leur montrer aux Anglais qu'on est fiers d'être Canadiens-Français. Ah, oui. Ah oui, mon grand-père était... Mais c'était dans l'air du temps à l'époque. Vous m'avez dit qu'un autre de ses faits d'armes, si j'ai bien compris, c'est d'avoir fait venir ou fait construire une maison pour aînés, c'est ça? Oui. Ce qui s'appelait le domaine du souvenir, c'était, dans les années 60, des résidences pour aînés autonomes et semi-autonomes. Aujourd'hui, il y en a plein. Mais à l'époque, ça existait probablement à peu près pas. Et mon grand-père avait en tête, avec des gens avec qui il s'était associé dans la communauté de Donnacona, de faire construire ce qui est devenu le domaine du souvenir. Donc, c'était des appartements pour les aînés autonomes et semi-autonomes. Éventuellement, bon, ça a duré pendant un certain nombre d'années. Éventuellement, ça a été récupéré par le gouvernement du Québec. Aujourd'hui, c'est le Centre d'hébergement de Donnacona, un CHSLD. Mais ça, en 1967, 66-67, mon grand-père travaillait là-dessus. Ça a ouvert en 68. Mon grand-père n'était plus maire à l'époque où ça a ouvert, mais il était encore président de l'organisme jusqu'à quelques mois avant l'ouverture. C'était comme, il était un peu précurseur, parce que c'était comme le virage. Jusqu'alors, on s'occupait de nos grands-parents à la maison. C'est ça. Ouais. Et lui disait, il faut s'assurer que nos personnes âgées, dont les enfants, par exemple, sont partis à l'extérieur, tout ça, puissent avoir un endroit où ils vont pouvoir passer leurs vieilles années, leurs dernières années, entre bonnes mains, puis avec des services de qualité, des soins de qualité, tout ça. Ce qui est rendu la norme maintenant, c'est lui, il l'avait déjà entrevu. Et en 1967, c'était quand même assez précurseur. Monsieur Marcotte, merci beaucoup d'être venu. C'était très agréable, puis on vous souhaite qu'il y ait beaucoup de gens, puis je sens qu'il va y avoir beaucoup de gens quand vous allez être là, c'est le 6 avril. Le 6 avril, un dimanche. À 12h30 à la bibliothèque de Donnacona, qui est dans la polyvalente de Donnacona. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, merci à vous. Je suis allé au déjeuner des gens d'affaires de Donnacona vendredi dernier. On y apprend plein de choses. Par exemple, il semble bien que la communauté métropolitaine de Québec a plusieurs municipalités de Portneuf dans le collimateur. Là, voyez-vous, ce qui a été rajouté dans le dernier rapport, c'est des parties qui sont en couleur, on va dire, saumon rose. Là. Il y a Pont-Rouge, il y a Donnacona, petit village gaulois, Cap-Santé, Saint-Basile, Lac-Sergent, Saint-Ramon. Ça veut dire qu'ils nous ont dans le rétroviseur. Puis vous voyez l'évolution des navetteurs, 2001 à 2021, une augmentation de 121 %. Il peut y avoir des avantages, il peut y avoir des inconvénients, on peut voir ça de différentes façons, mais je vous en parle parce que vous allez entendre parler de ça dans l'actualité dans les 3, 4, 5 prochaines années. Là. Et c'est pas pour rien qu'on commence à nous titiller là-dessus. Là. À Donnacona, on s'intéresse beaucoup à l'histoire ces temps-ci. En plus du livre sur l'ancien maire dont je vous parlais tout à l'heure, la municipalité a aussi acheté une collection privée d'archives. Et le fait d'acheter cette collection a incité un groupe de personnes à créer une société d'histoire. La première assemblée générale de la nouvelle Société d'histoire de Donnacona se tiendra le 8 avril à la Maison de la Culture à 19h. Écoutons le directeur général de la ville, Sylvain Germain, qui donne un aperçu de la collection en question. Claude Frenette, il y en a plusieurs qui connaissaient Claude Frenette dans la salle. Il n'est pas ici, je pense, non? Sa collection, c'est pas uniquement sur l'ancienne usine. Là. On parle des sports, des activités qui ont eu lieu dans les 100 premières années de la ville, des rassemblements religieux, de la politique. On l'a maintenant rapatrié à l'Hôtel de Ville, dans nos archives à nous. On a commencé à mettre des photos. Vous voyez sur le mur, là, c'est des photos justement qui appartenaient à la collection Claude Frenette. Et notre but, c'est de la mettre en valeur, cette collection-là.
On va entendre parler d'un développement là, du site de l'ancienne usine, ça s'en vient, on va vous en parler. Là. Ben, il y a peut-être quelque chose qui pourrait avoir lieu là, en lien avec l'histoire de la ville. L'ouvroir de Donnacona, qui vend des objets usagés, a le vent dans les voiles depuis qu'il a quitté le sous-sol de l'église pour aménager sur la rue Notre-Dame. On a doublé les heures d'ouverture, triplé les ventes et triplé les dons. On vous a déjà parlé du projet de parc qui se dessine à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier et qui implique à la fois Donnacona et Cap-Santé. Ça devient de plus en plus concret. Un rapport vient d'être déposé et, bien sûr, on en a parlé au déjeuner des gens d'affaires de Donnacona. Mais moi, j'aime particulièrement un petit lien qui est ici, là. Il partirait notre parc des Berges vers l'autre côté, là. C'est marqué une tyrolienne ici, là. Donc, il y a eu des focus group qui ont été faits, il y a eu des rencontres citoyennes. Donc, le rapport a été déposé il y a 2 mois. Donc, il y a des passerelles qui sont là. Il y a, ici, dans la péninsule, il y a une tour d'observation qui est amenée comme idée, une petite section de camping. Le terrain d'AIM, on s'en vient, on va vous en parler, là. Mais ici, là, la partie du bas, là, une petite plage naturelle. Il y a plein d'idées qui sont sur la table, qui restent juste à faire en sorte qu'on peut semer des graines. Petit à petit, ça n'arrive pas du jour au lendemain, là. Enfin, dernière petite nouvelle à propos de Donnacona, la Ville a reçu un prix pour sa nouvelle caserne, un prix qui souligne l'utilisation du bois. C'est offert par le Centre d'expertise Sécobois qui aide les projets à base de bois dans les constructions commerciales, industrielles ou institutionnelles. La table de concertation en agroalimentaire tient son assemblée générale annuelle la semaine prochaine. La population est invitée, mais tout spécialement les gens impliqués dans l'agroalimentaire de la région de Portneuf. C'est le lundi 24 mars à 19h30 à la MRC, au 185 route 138 à Cap-Santé. Une autre table de concertation, celle des aînés de Portneuf, vient de finir une tournée de consultation auprès des personnes âgées de la région. J'en ai discuté avec la directrice de la table, Jacinthe Drolette. On a besoin d'entendre justement c'est quoi leur crainte, c'est quoi leur angoisse, c'est quoi les enjeux pour demeurer à domicile dans Portneuf. Ils se projettent où? Dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Qu'est-ce qu'ils prévoient avoir besoin comme service, comme connaissance, comme information également? Mais on a aussi besoin de connaître les bons coups. C'est quoi le succès d'une personne qui demeure à domicile dans Portneuf, puis de bien demeurer à domicile, mais en sécurité aussi. On a fait 4 consultations, une à Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Casimir et Saint-Léonard. Dans les 4 sous-régions, on a invité les membres de la table et la population aînée en général à venir nous rencontrer pour discuter avec nous. On a la chance, vraiment la chance d'être accompagné par la firme de consultants en mode solution pour amener un regard nouveau, poser des questions peut-être plus, je vais dire peut-être plus neutres, parce que nous, on veut pas avec, ça fait 10 ans, la table des aînés va fêter ses 10 ans, donc on a aussi notre lunette. Oui. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde? Comment ça fait? Dans les 4 consultations, au total, je vous dirais une moyenne entre 60 et 65. Par consultation? Non, au total. Au total. Au total. Ça faisait des plus petits groupes, mais ça jasait beaucoup. Oui. Et c'est quoi un peu qu'est-ce que les conclusions au bout des 4 consultations? Oui, je vous dirais ce qui ressort beaucoup, puis unanimement, là, c'est tout ce qui touche le besoin de menus travaux à domicile. Ah oui. Puis tout ce qui touche aussi la fraude, l'abus, la maltraitance, les cyberattaques, ils ont besoin d'avoir de l'information. On ne sait plus comment faire pour tout se protéger, tout ça. Donc, il y a une crainte aussi par rapport à ça. On ne se le cachera pas, le système de santé. Oui. L'angoisse que ça amène, l'anxiété, le fait de pas avoir soit de médecin de famille, de ne pas avoir le rendez-vous médical ou que le délai d'attente pour les rendez-vous médicaux soit très, très long. Mais le transport, si les gens n'ont pas accès au transport, soit pour leurs rendez-vous médicaux, soit ne serait-ce que pour aller à l'épicerie, bien, ça l'impacte toute leur sécurité. C'est des grands problèmes, ça. Comment vous pensez les résoudre? Surtout celui de la santé, je vois, c'est hors de votre ressort un peu, ça. C'est hors de notre contrôle, mais par contre, avec le développement qu'on fait au niveau de la gériatrie sociale, de former les gens au niveau de Sentinelle, la formation Sentinelle, c'est un petit 3 heures, mais ça l'explique aux gens
C'est quoi un vieillissement normal et un vieillissement pathologique? Donc, ça amène une sensibilisation aux aînés. C'est en primeur aussi pour vous, là. Je l'ai annoncé ce matin au conseil d'administration, mais Portneuf, on est rendu à 502 sentinelles. Sur tout le territoire. Donc... Et ça fait quoi une sentinelle? Ça surveille, si je peux dire? Oui. Ça garde un œil sur les aînés de ton entourage? Oui, exact. C'est ça. Mais ça, c'est des solutions, si je peux dire, qui sont déjà là. C'est déjà là, mais il faut continuer à faire connaître. C'est ça que vous avez compris là, avec cette consultation-là, qu'il y a encore d'autres problèmes, là, justement, à résoudre. Là. Puis celui des menus travaux dans la maison, autour de la maison, ça semble... C'est le premier que vous avez nommé, là. C'est le premier que j'ai nommé. C'est le premier que j'ai nommé parce que c'est ressorti majoritairement dans les 4 consultations. Mais au-delà de ça, le territoire de la MRC de Portneuf, c'est 89 % de nos aînés de 65 ans et plus qui demeurent dans leur domicile. OK. Donc, c'est seulement que 11 % qui demeurent en RPA, en HLM ou en CHSLD. Le nombre de places d'hébergement a diminué dans les 10 dernières années dans Portneuf. Le nombre en chiffre absolu, là? Oui, en hébergement. En 2014, il y avait 140 places en hébergement pour 1000 habitants dans Portneuf. 2024, c'est 110 places en hébergement pour 1000 habitants. Dans vos projets d'action, dans votre plan d'action, est-ce qu'il y a la formation, je ne sais pas, d'un comité de bénévoles pour les menus travaux, ce genre de choses-là? Là? On est déjà en grande réflexion au niveau de la table de concertation des aînés, là, justement, à ce niveau-là. Parce que les menus travaux, ce volet-là n'est pas nécessairement si simple. Quand on parle aussi de menus travaux, bien, c'est aussi la plomberie, l'électricité et tout ça. Ça, c'est régi. On est allé rencontrer des différentes organisations qui offrent déjà les menus travaux et comment on peut l'apporter dans Portneuf pour justement aider les aînés à demeurer chez soi. Est-ce que, par exemple, ça me traverse l'esprit, un entrepreneur électricien pourrait donner un certain nombre d'heures, puis ça devient un don de charité, si je peux dire, pour lui? C'est une option. Toutes les options présentement qu'on analyse sont sur la table. Fait que c'est vraiment... parce qu'il faut, justement, se rapprocher des plombiers, des électriciens, des charpentiers menuisiers. Il faut se rapprocher de tout ça. Là. Ça, c'était le premier. Mais le deuxième élément que vous avez mentionné, c'était quoi? Je crois que... Je ne suis pas sûre dans l'ordre, là, mais je crois que c'était au niveau de la fraude, l'abus, la maltraitance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça... les gens sont inquiets, ça, je peux comprendre. Il y a un fléau. Il y a beaucoup, beaucoup de fraudes amoureuses. Ah bon? Vraiment. Et dans Portneuf aussi, il y a des fraudes, il y a de l'abus financier de toutes sortes venant de l'entourage ou non de l'aîné aussi. Quelle piste de solution on peut imaginer pour ça? Bien, là, on va en reparler aussi. Là, on va faire une grande rencontre dans cette réflexion territoriale-là. On va faire notre grande rencontre le 27 de mai au centre communautaire à Saint-Marc-des-Carrières. On invite la population. La publicité va venir sous peu. On va inviter la population, les intervenants, les élus à se joindre à nous pour discuter de tout ça. Mais en parallèle, on a eu un financement qui nous a été accordé par le programme Nouveaux Horizons, justement pour le titre du projet, c'était « Protégeons les aînés des cyberattaques ». On va apporter, on va monter un projet de formation, de sensibilisation pour les outils. Là, la rencontre en mai, c'est seulement sur la sécurité, là, la fraude, ou c'est sur tous vos chantiers? Là? Sur tous les chantiers qui ont été ressortis, sur tous les points qui ont été ressortis lors des 4 consultations. C'est dans le but d'arriver à un plan d'action, c'est ça? Exact. OK, c'est la deuxième étape de consultation, on va dire. Oui, c'est ça, ça. C'est la deuxième étape de consultation publique. Entre les 4 consultations qu'on vient de terminer, la grande rencontre, l'équipe de la table de concertation des aînés, c'est-à-dire les 9 employés et le conseil d'administration, se réunit avec la firme en mode solution pour justement aller plus loin, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se fait, et également pour connaître les préoccupations et les enjeux de nos travailleurs. Des travailleurs aussi? Des travailleurs. Ah oui, OK. Ils sont sur le terrain. D'accord. Bien, Jacinthe Drolette, merci beaucoup d'être venue à CJSR. Merci. Bonne chance dans la suite de vos travaux. Merci. Si la démocratie municipale vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à une des séances d'information que donne le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Ce sont des séances virtuelles qui expliquent comment fonctionne un conseil municipal, quels sont les rôles des élus et de l'administration, quels sont les pouvoirs et les responsabilités des villes et, pour les intéressés, quelles sont les démarches à suivre pour poser sa candidature. Dans la région de la Capitale-Nationale, il y a 6 séances, toutes à 19 h, le 25 mars, le 10 avril, le 15 avril, le 29 avril, le 8 mai et le 13 mai. Vous pouvez vous inscrire via le site du ministère à la page « Élections municipales 2025 ». Si vous êtes entrepreneur, vous êtes probablement préoccupé par les tarifs imposés à la frontière américaine, peut-être aussi par les problèmes de main-d'œuvre immigrante. La MRC de Portneuf veut avoir votre point de vue sur ces 2 dossiers. Elle a mis en ligne un sondage pour ça. Vous avez jusqu'au 27 mars pour le remplir. Les écoles primaires de Saint-Ubalde et de Saint-Casimir ont reçu de beaux chèques cette semaine. Arthur Bordelot nous a préparé ce reportage. Le besoin de sécurité alimentaire, il se fait ressentir de plus en plus en région. Donc, mon objectif, moi, c'était de me dépasser physiquement, d'apporter les parties prenantes avec qui je travaille au jour à jour à amasser des fonds et à m'impliquer, comme je m'implique depuis 5 ans, dans le Berlingot, la fondation. Pour moi, la sécurité alimentaire permet le dépassement physique. Donc, le dépassement physique que je me suis poussé à faire un demi-marathon, je n'avais jamais vraiment couru de ma vie. De s'inscrire à un demi-marathon, de se pratiquer et de se dépasser physiquement pour le compléter. Pour moi, ça fait preuve, c'est vraiment relié en vrai avec la sécurité alimentaire. Donc, il faut bien manger pour bien performer ensuite physiquement. Donc, le dépassement physique pour la sécurité alimentaire. On n'a pas identifié d'élèves, c'est ce que j'aime du projet. C'est vraiment offert à tout le monde. C'est ce qui est la beauté du projet. On n'identifie pas d'élèves, en fait, c'est que c'est offert à tout le monde. J'ai reçu l'appel de Zachary qui avait le désir de remettre des fonds à l'école pour offrir, du côté alimentaire, en fait, pour offrir soit des collations, un déjeuner. Et là, nous, en fait, après une vérification auprès de l'équipe école, on a fait ressortir que le besoin à l'école de La Morelle, c'était vraiment au niveau des dîners. Donc, d'offrir des boîtes à lunch à nos élèves et particulièrement à tous les élèves, en fait, de l'école. C'était un besoin qui était vraiment priorisé pour nous. Et il y avait un souhait également de redorer les collations, d'y aller vraiment du côté fruits, légumes, fromage, puisque maintenant, les élèves peuvent apporter toutes sortes de collations à l'école. Mais maintenant, nous, on voulait prioriser, en fait, augmenter l'apport des fruits et légumes à l'école, puis c'est ce qu'on offre. Donc, on offre des boîtes à lunch à l'école de La Morelle à tous les mercredis, à tous les élèves qui désirent en recevoir une, en plus de collations de fruits et légumes. Du côté du bateau blanc, également, j'ai fait la même démarche et ce qui est ressorti, c'est au niveau des déjeuners le matin. Donc, les élèves reçoivent un déjeuner. Tous les élèves de l'école reçoivent un déjeuner maison, en fait, à l'école du bateau blanc. La mission du Berlingot, depuis plus de 35 ans, c'est de s'impliquer où que les besoins sont ressentis et de s'impliquer à vie ensuite. Donc, ici, à Saint-Ubalde, l'école a eu un chèque aujourd'hui de 16 158 $, qui était le besoin identifié par l'équipe ici. Puis, selon l'évolution de la vie, les besoins supplémentaires ou le coût de la nourriture qui va grandir, en vrai, le Berlingot va remettre à chaque année le montant qui est vraiment identifié, spécifiquement pour Saint-Ubalde et pour Saint-Casimir. Puis c'est ça l'objectif aussi. Pour moi, là, mon objectif, c'est d'aller chercher le maximum d'écoles aussi dans la région de Portneuf, la MRC de Portneuf-Mekinac, aussi des Chenaux, qui sont vraiment mes régions voisines ici. Officiellement, je vous dirais Saint-Casimir-Saint-Ubalde, c'est sûr que c'est une implication à long terme. Puis, en vrai, selon les réponses des autres écoles et vraiment du développement de la Fondation ici dans la région, va nous permettre de connaître les autres écoles qui vont pouvoir participer. L'objectif, c'est que le plus de gens participent à ça. Et je ne suis pas la seule personne qui peut ramasser des fonds. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'impliquer, puis je donne le mot aux gens. Si vous voulez vous impliquer, faire
faire une activité, faire quelque chose, ramasser des fonds. Et vous pouvez même contacter la Fondation Le Berlingot. Tout est sur le site Internet pour leur dire hey, « je fais un événement ». Eux, ils vont venir, vont vous encourager et vous pouvez choisir à qui ou comment vous voulez redonner aussi à la société. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle semaine. Je vous laisse avec des images de Neuville.